Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 5 minutes d'arrêt en droit de la famille. Pour ce dernier numéro de l'année, nous avons sélectionné pour vous 3 décisions rendues le même jour, le 22 novembre, par la première chambre civile de la Cour de cassation, en matière de testament holographe, de liquidation et partage d'indivision et de partage judiciaire. Alors on commence avec toi, Rémi, par un arrêt où il était question de l'absence de l'incidence de date d'un testament holographe. Effectivement. Et la Cour de cassation vient, en l'occurrence, de valider un testament non daté, rédigé au dos d'un relevé bancaire. Rappelons qu'en principe, un testament holographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, sous peine de nullité. Toutefois, la jurisprudence admet qu'un testament non daté, ou comportant une date incomplète, puisse, sous certaines conditions, échapper à la nullité. Cette démarche fait prévaloir la protection de la volonté du testateur sur le respect d'un formalisme strict. Dans notre affaire, la défunte avait rédigé son testament au verso de l'original d'un relevé de banque donnant la valorisation d'une épargne au 31 mars 2014. Elle y avait indiqué l'adresse de son domicile, laquelle correspondait à celle figurant sur le relevé. Par ailleurs, la testatrice avait été hospitalisée à compter du 27 mai 2014 jusqu'à son décès. Au vu de ces 2 éléments tirés du testament lui-même, corroborés par un élément extérieur à celui-ci, les juges estiment que le testament a été écrit entre ces 2 dates. Ils retiennent en outre qu'il n'est pas démontré que la défunte était atteinte d'une incapacité de tester à cette période. Enfin, elle n'a pas pris d'autres dispositions testamentaires qui révoqueraient ce testament ou seraient incompatibles avec lui. Alors Rémi, quelle leçon peut-on tirer de cet arrêt? En pratique, on ne saurait trop recommander au testateur de prendre conseil auprès d'un notaire pour rédiger ses dernières volontés. C'est encore le meilleur moyen d'éviter les contentieux et d'assurer la conservation du testament en le déposant chez ce notaire. On passe maintenant à une question plutôt technique mais d'importance, Julie, en particulier pour tous les professionnels amenés à liquider et partager une indivision post-divorce ou même successorale. Oui, tout à fait. Dans cette affaire, opposant 2 ex-époux, chacun d'eux détenait une créance sur l'indivision pour le remboursement de l'emprunt ayant permis l'achat du logement indivis. L'indivision détenait quant à elle une créance contre l'ex-épouse pour son occupation gratuite du logement depuis le divorce. La question était de savoir comment déterminer l'actif net à partager en présence des dettes et de créances des indivisaires. Et qu'en dit la Cour de cassation? Eh bien, la réponse est la suivante. La première étape consiste à déterminer l'actif net à partager. Pour cela, il faut ajouter à l'actif brut, ici la valeur du logement indivis, les dettes des époux envers l'indivision, ici l'indemnité de jouissance du logement indivis, et lui soustraire les créances des époux sur l'indivision, ici les dettes de remboursement de l'emprunt. On obtient alors l'actif net à partager. La deuxième étape consiste à déterminer les droits des époux. Pour madame, on prend la moitié de l'actif net à partager, ainsi obtenu, auquel on ajoute le solde de son compte individuel d'indivision. En l'espèce, il était négatif, car sa dette pour occupation du bien indivis était supérieure à sa créance pour remboursement de l'emprunt. Pour monsieur, on prend la moitié de l'actif net à partager, auquel on ajoute le solde de son compte individuel d'indivision. Ici, sa seule créance contre l'indivision pour le remboursement du prêt. La méthode doit être scrupuleusement suivie, car il suffit de sauter une étape ou de mal l'interpréter et les résultats seront, comme pour la cour d'appel, inévitablement faux. Merci Julie. Pour finir, abordons un dernier renseignement donné par la Cour de cassation en matière de partage judiciaire. Notaires désignés et juges commissaires vont de pair lors des opérations de partage complexes. Alors, est-ce également vrai en cas d'opération de partage moins complexe? Eh bien, faisons le point ensemble sur les différents intervenants susceptibles d'être convoqués. Dans les situations simples, le tribunal ordonne le partage sur le fondement de l'article 1361 du Code de procédure civile. Il a la faculté de désigner un notaire chargé seulement de dresser l'acte le constatant. Dans les situations plus complexes, la relation est triangulaire au terme de l'article 1364. Le notaire doit procéder aux opérations de partage et établir un acte liquidatif. Le tribunal qui l'a désigné nomme également un juge commissaire chargé, lui, de surveiller les opérations et de contrer les éventuels blocages. Cette procédure se justifie par la complexité des opérations à laquelle se réfère expressément le texte et que le tribunal chargé du dossier apprécie souverainement. Cela ne signifie pas pour autant, et c'est là l'apport de l'arrêt, que le tribunal a la faculté de désigner un notaire sur ce fondement en refusant la nomination d'un juge commis au motif quelque peu paradoxal que les opérations de liquidation-partage ne seraient pas assez compliquées. Lorsque les juges du fond choisissent une telle procédure, celle-ci est applicable pour le tout et non à la carte.
Merci beaucoup de votre attention. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, on vous souhaite une très belle fin d'année.